Bonjour, je m'appelle Valéria et je vais vous présenter le cas d'un des patients que j'ai soigné lors du stage SOI 3704. Commençons par la présentation de la personne et la mise en contexte. Mon stage se déroule à l'unité d'urgence où je fais des quarts de jour de 12 heures. J'ai pris en charge mon patient immédiatement après son passage au triage lorsqu'il a été admis à l'aire majeure vers 10h30. Mon patient est un homme de 52 ans, il n'a aucune allergie connue et a été accompagné par sa femme lors de son admission. Il consulte au triage à 9h30 le matin au milieu du mois de février en raison de difficultés respiratoires depuis plusieurs semaines, mais fortement accentuées depuis 3 jours. Il a également constaté un gain de poids de 2,5 kg et ce au cours de la dernière semaine seulement. Il a constaté que ses jambes ont gonflé depuis qu'il ressent des difficultés respiratoires, ce qui l'inquiète beaucoup. Son état de santé a eu un impact important sur ses activités quotidiennes. Il est désormais incapable de marcher plus de quelques pas sans être essoufflé, de monter les escaliers, ni même de promener son chien, ce qui l'affecte beaucoup. Le patient présente aussi des signes d'anxiété accrus en raison de l'évolution de son état de santé. Poursuivons maintenant avec la collecte des données de la situation de santé de mon patient lors de mon évaluation initiale. En consultant le dossier médical, j'ai vu qu'il souffre d'insuffisance cardiaque chronique diagnostiquée depuis l'année passée en mars 2024 avec une fraction d'éjection estimée à 40%. Il a aussi un diagnostic d'hypertension artérielle depuis 8 ans. De plus, il présente un diabète de type 2 et d'hyperlipidémie diagnostiqué depuis 7 ans. Et c'est un ancien fumeur, mais il a arrêté de fumer il y a 5 ans. Enfin, il a des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires précoces, dont son père qui est décédé à 64 ans d'un infarctus du myocarde. Sa médication comprend de l'enalapril à 10 mg per os dié pour son hypertension artérielle et son insuffisance cardiaque. Pour son diabète, il prend de la metformine à 500 mg per os BID. Il prend aussi de l'atorvastatine à 20 mg per os HS pour son hyperlipidémie. Pour son insuffisance cardiaque, il prend aussi du bisoprolol à 2,5 mg per os dié. Il prend également du furosémide Lasix, un diurétique à 40 mg per os dié le matin. Pour prévenir les risques de thromboembolie, il prend aussi de l'aspirine à 75 mg per os dié et du clopidogrel à 75 mg per os dié aussi. Lors de mon évaluation initiale auprès de mon patient, celui-ci était sous moniteur cardiaque et présentait une fréquence cardiaque de 98 battements par minute régulière. Sa pression artérielle était à 148 sur 92, donc légèrement élevée. La saturation en oxygène était basse à 88% à l'air ambiant et il avait une fréquence respiratoire élevée à 24 respirations par minute. Sa température était à 37,1 degrés Celsius, donc il ne faisait pas de fièvre, et sa glycémie capillaire était à 7,2 mmol par litre. Passons maintenant aux données subjectives recueillies lors de ce premier entretien avec le patient. Il rapporte une dyspnée provoquée par l'effort, notamment lors de la marche ou de la montée d'escalier, ainsi qu'en décubitus dorsal. Il mentionne un soulagement en position semi-assise avec le repos et en dormant avec plusieurs oreillers. Il décrit une sensation d'essoufflement progressive ainsi qu'une impression de manque d'air. Son essoufflement est donc évalué à 3 à 4 sur 10, principalement lors des efforts ou la nuit. Les symptômes sont localisés vraiment au niveau thoracique sans irradiation. Il présente aussi une toux sèche sans expectoration, une fatigue marquée, des œdèmes au niveau des membres inférieurs, une prise de poids récente de 2,5 kg en une semaine. Il décrit également une légère oppression thoracique intermittente mais sans douleur angineuse, une anxiété accrue liée à sa difficulté à respirer et son état de santé aussi. Sa dyspnée et les symptômes associés sont présents depuis plusieurs semaines, mais la dyspnée, la toux, la fatigue et l'œdème des membres inférieurs ont progressé significativement au cours de la dernière semaine et surtout les 3 derniers jours, avec une aggravation nocturne, évoquant donc une orthopnée. Le patient associe lui-même ses difficultés respiratoires et ses symptômes à son cœur qu'il qualifie de faible et plus aussi fort qu'avant. Pour ce qui en est des données objectives, à l'inspection du système respiratoire et circulatoire, j'ai noté une peau pâle, légèrement froide aux extrémités, légère cyanose péribuccale et extrémités légèrement bleutées. J'ai noté que le patient présentait une utilisation des muscles accessoires mais sans tirage. À l'auscultation pulmonaire, j'ai perçu des crépitants bilatéraux à l'inspiration, principalement à la base des poumons qui ne disparaissaient pas en toussant. Concernant l'inspection des membres inférieurs, il y a la présence de œdème bilatéral plus marqué au niveau des chevilles, œdème à godet plus 2 symétrique, c'est indolore à la palpation, malgré que le patient rapporte qu'il y a une légère sensation de lourdeur aux jambes. À l'auscultation cardiaque, les B1 et les B2 sont présents, réguliers, sans bruit surajouté. Je note toutefois une tachycardie sinusale régulière et symétrique. Enfin, en ce qui concerne la diurèse, le patient rapporte une diminution marquée du volume urinaire avec des mictions rares et faibles en quantité depuis hier surtout.
Les examens et les résultats de laboratoire semblent démontrer une décompensation de l'insuffisance cardiaque chez mon patient. À l'électrocardiogramme, on observe une tachycardie sinusale sans signe d'ischémie aiguë. Il y a également une hypertrophie ventriculaire gauche modérée. Les BNP sont à 980 et c'est un marqueur spécifique du cœur. Puisqu'ils sont élevés, c'est très évocateur d'une surcharge volumique et d'une décompensation cardiaque. Cependant, les troponines sont normales, ce qui exclut un infarctus du myocarde en cours. Les valeurs rénales montrent une créatinine élevée à 112 et une urée à 8,2, suggérant une altération de la fonction rénale, probablement en lien avec une perfusion rénale diminuée due à une insuffisance cardiaque. Au niveau des électrolytes, on note une légère hyponatrémie, ce qui est souvent associé secondaire à une rétention hydrique à l'insuffisance cardiaque. Les gaz sanguins révèlent un pH normal mais limite acide à 7,35, une hypoxémie avec une PaO2 à 59, ce qui se traduit par une diminution de l'oxygénation des tissus. On observe aussi une légère hypercapnie avec une PaCO2 à 48, ce qui peut s'expliquer par une ventilation moins efficace. Ces résultats pourraient être dus à une probable congestion pulmonaire. La radiographie pulmonaire et l'échographie cardiaque transthoracique sont en attente au moment de l'évaluation initiale, mais elles sont essentielles pour pouvoir évaluer le degré de surcharge pulmonaire, la fraction d'éjection du ventricule gauche et confirmer le diagnostic et d'ajuster la prise en charge. Lors de mon entretien avec le patient et sa conjointe, cette dernière mentionne qu'elle a observé que le patient boit constamment, que ce soit de l'eau ou des boissons gazeuses, avec une consommation estimée entre 3 à 4 litres par jour et ce, même sans ressentir de la soif jour et nuit. Ensuite, elle m'a mentionné qu'elle voulait lui acheter un burger pour le repas du midi. Elle décrit leur alimentation quotidienne comme étant très salée, incluant beaucoup de fast-food et des produits salés presque tous les jours. Enfin, il y a des signes d'anxiété qui ont été observés. Le patient pose de nombreuses questions sur son état de santé et semble pressé, impatient, agité. À plusieurs reprises durant l'entretien, il a exprimé son anxiété et son désir à trouver un moyen de se relaxer. Passons maintenant à l'analyse et à l'interprétation. D'après ma collecte de données, mon interprétation met en évidence que mon patient présente un risque d'aggravation de sa dyspnée liée à son insuffisance cardiaque décompensée. Certaines données me permettent d'arriver à ce constat. Parmi les données modifiables, nous avons sa consommation excessive de liquide. L'insuffisance cardiaque affaiblit la capacité du cœur à pomper efficacement le sang. Lorsque l'apport en liquide est trop élevé, le corps en retient davantage, augmentant le volume sanguin. L'excès de liquide peut s'accumuler dans les poumons par l'augmentation de la pression dans les veines pulmonaires et favorise l'apparition d'un œdème pulmonaire. Cela vient altérer les échanges gazeux et provoque l'essoufflement et contribue à l'aggravation de sa dyspnée. Ensuite, nous avons une diminution de la saturation en oxygène à 88% à l'air ambiant. Une saturation en oxygène inférieure à 90 est fortement liée à une dyspnée plus prononcée et à une aggravation progressive au fil du temps. Une faible SpO2 force l'organisme à augmenter la fréquence respiratoire pour compenser le manque d'oxygène, ce qui augmente le travail des muscles respiratoires et aggrave la sensation de dyspnée. Cela m'amène à aborder l'anxiété accrue exprimée par le patient clairement observable face à sa situation de santé. L'anxiété entraîne une augmentation de la fréquence respiratoire et une hyperventilation, ce qui augmente le travail des muscles respiratoires et perturbe l'équilibre des gaz sanguins et aggrave la dyspnée. Elle stimule également le système nerveux sympathique, augmentant la charge de travail sur le cœur et aggrave la congestion pulmonaire, ce qui accentue encore plus la dyspnée. Aussi, l'anxiété aggrave la dyspnée en rendant les patients plus sensibles à leurs propres sensations corporelles, ce qui accentue la perception d'essoufflement. Finalement, son alimentation excessivement riche en sel peut venir aggraver la dyspnée car cela entraîne une rétention hydrosodée, ce qui, comme j'ai expliqué pour l'apport de liquide excessif, conduit à une congestion pulmonaire réduisant les échanges gazeux et aggravant la dyspnée. Plusieurs autres signes démontrent un risque d'aggravation de sa dyspnée, dont sa tachypnée à 24 par minute, qui est une réponse compensatoire à l'hypoxémie et à une accumulation probable de liquide dans les alvéoles menant à une hyperventilation inefficace et à une fatigue respiratoire qui peut mener à une exacerbation de sa dyspnée. L'hypoxémie et l'hypercapnie indiquent une altération des échanges gazeux au niveau des gaz sanguins et une décompensation cardio-respiratoire à corriger pour prévenir la progression et l'accentuation de sa dyspnée. La pâleur de la peau, la cyanose péribuccale et les extrémités bleutées sont des signes qui témoignent de l'hypoxémie significative et la progression de la dyspnée, possiblement liée à un œdème pulmonaire. Crépitant pulmonaire suggère la présence de liquide dans les alvéoles, perturbant l'oxygénation et favorisant la rétention de CO2, pouvant aggraver la dyspnée si non pris en charge. Orthopnée, c'est un signe d'aggravation de la difficulté à respirer due à la congestion pulmonaire en position allongée. L'œdème des membres inférieurs et la diurèse réduite indiquent une surcharge hydrosodée contribuant à la congestion pulmonaire et à la dyspnée. Voici les interventions infirmières que je propose en lien avec mon constat pour prévenir le risque d'aggravation de sa dyspnée.
Ma première intervention consiste à surveiller les ingestats, les excréta et l'évolution des œdèmes. Chez un patient atteint d'insuffisance cardiaque, cette surveillance est essentielle pour détecter une surcharge hydrique. Une augmentation des œdèmes, une baisse de la diurèse ou un excès d'apport liquide sain peuvent indiquer une rétention hydrique augmentant le risque de congestion pulmonaire et d'œdème pulmonaire, ce qui aggrave la dyspnée. En assurant un suivi rigoureux, on peut intervenir précocement et ajuster le traitement afin d'éviter une décompensation cardio-respiratoire. Deuxièmement, mon patient est dyspnéique, il utilise ses muscles accessoires, sa saturation est basse à 88% et sa PaO2 est à 59, indiquant une hypoxémie. Pour corriger cela et prévenir l'aggravation de sa dyspnée, l'oxygénothérapie en lunettes nasales à 1 à 2 litres par minute est indiquée. Elle permet d'améliorer la SpO2, de réduire le travail respiratoire et d'optimiser le travail du cœur. Il faudra surveiller la saturation et ajuster l'oxygène selon les besoins. Ensuite, je vais lui enseigner de faire des exercices respiratoires pour l'aider à mieux gérer sa dyspnée et son anxiété. La respiration à lèvres pincées permet d'allonger l'expiration, maintenant les voies aériennes ouvertes et facilitant la respiration. La respiration pleine conscience aide à calmer le système nerveux, réduisant l'anxiété, ce qui peut aggraver la sensation de manque d'air. D'autres exercices de contrôle respiratoire lui apprendront à respirer plus lentement et profondément, améliorant ainsi son confort respiratoire et en diminuant la dyspnée. Enfin, ma dernière intervention est l'enseignement sur la restriction hydrosodée. Une consommation excessive en sel et en liquide favorise une surcharge hydrique, augmentant le risque d'œdème pulmonaire et donc de dyspnée. Il est important qu'il comprenne cet impact sur sa santé afin qu'il puisse faire des choix éclairés, surveiller son apport en liquide, identifier les aliments riches en sodium et ainsi réduire le risque d'aggravation de sa dyspnée. Malgré que les interventions que j'ai mises en place ont donné de bons résultats, je réalise que ma façon de donner de l'enseignement a un manque de variété en termes de sources, de clarté dans mes explications, ainsi qu'un manque de méthode de vérification de la compréhension de mon patient après avoir donné mon enseignement. Afin d'améliorer ma compétence en éducation en matière de santé dans ma pratique lors de futures situations similaires, voici 2 ajustements que je pourrais mettre en place à court terme. Diversifier les méthodes d'éducation en allant au-delà des explications verbales et en intégrant des supports visuels tels que des pamphlets, des sites internet fiables et des vidéos explicatives. Des études montrent que l'éducation personnalisée et visuelle améliore l'adhésion des patients aux traitements recommandés et renforce leur compréhension. L'utilisation des supports visuels ne bénéficierait pas seulement à eux en tant que patients, mais m'aiderait moi en tant qu'enseignante, également en tant qu'infirmière, à aller au-delà de simples transmissions d'informations et à rendre mon enseignement plus clair et interactif et efficace. Deuxièmement, favoriser la participation active du patient en intégrant des techniques d'enseignement interactives telles que des questions-réponses pour vérifier la compréhension et encourager l'engagement du patient. Cette approche me permettra d'évaluer en temps réel son assimilation des informations et d'adapter mon enseignement en fonction de ses besoins.